On va s'intéresser à la manière dont s'articulent les formes de solidarité privée et les formes de solidarité publique. À la fois, comment finalement s'organise l'entraide familiale à l'intérieur de la famille et comment l'État organise des formes de solidarité à destination de la famille. Dans l'entraide familiale, on s'intéressera au cercle finalement qui compose l'univers familial, au cercle de sociabilité à l'intérieur de l'univers familial, ce que Jean-Hugues Deschaux nomme la parentèle. On s'intéressera également à l'économie cachée de la parenté, c'est-à-dire qu'est-ce qui se transfère, à l'initiative de qui et comment. On verra aussi quels sont les temps forts de l'entraide familiale et enfin, euh, quels clivages sociaux peuvent être mis en exergue dans l'entraide familiale. Qu'est-ce qui se joue dans la parenté ou dans la parentèle en termes de solidarité? Ce que nous dit Jean-Hugues Deschaux, c'est que finalement, la parenté, comme une lignée soudée, patriarcale et hiérarchique, qui caractérisait les parentés paysannes et bourgeoises, aujourd'hui se trouve aménagée par une idée qu'on retrouve derrière la parentèle, qui pour sa part est un réseau fluide, centré sur la personne, dans lequel la référence à un ancêtre commun n'est plus centrale. Dans cette parentèle, la nature des liens et la densité des relations ne permettent plus de parler d'un groupe de parenté au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire fondé sur des normes statutaires claires, avec des rôles, des droits, des devoirs. Aujourd'hui, ces différents éléments se sont assouplis sans, sans pour autant disparaître totalement, mais disons qu'ils favorisent en fait, la parentèle favorise des liens négociés et discrétionnaires qui s'animent via un vif désir d'autonomie aussi à l'intérieur de l'espace familial. En cela, cette parentèle incarne un nouvel esprit de famille qui conjugue individualisme moral et transmission, épanouissement de soi et continuité familiale. Donc cette parentèle, elle est organisée comme un réseau égocentré et elle est organisée en cercles concentriques. Donc ces cercles peuvent être distingués à partir de la force des liens et de la densité des interactions entretenues entre les différents parents. Donc le premier cercle, le cercle restreint, est un cercle qui concerne les parents en filiation directe. On père, mère, fils et fille. Ces parents en fait en filiation directe qui sont les plus proches et qui forment un cercle restreint avec des relations très soutenues. Ensuite, les germains, frères et sœurs relèvent du cercle intermédiaire avec certains consanguins de rang 2, les grands-parents, les petits-enfants. Les autres consanguins de type oncle, cousin, neveu appartiennent au cercle périphérique. Donc cette structure en cercle concentrique peut varier en fonction des situations et elle ne découle pas de droits et de devoirs impératifs. Par exemple, la composition du cercle périphérique est fonction
de la présence ou non des grands-parents dans le cercle intermédiaire. Si les grands-parents sont absents du cercle intermédiaire, quelle qu'en soit la raison, ils ne feront plus le lien avec les parents qui relèvent du cercle périphérique. Donc la relation avec ces derniers, avec les parents du cercle périphérique, risque de disparaître. Donc la sociabilité de parenté met en avant aussi l'un ou l'autre de ces trois cercles. Le cercle périphérique qui va être mobilisé lors des grands rites de passage de type funérailles, mariage. Le cercle intermédiaire qui va être mobilisé à l'occasion des fêtes de fin d'année, pour le repas de Noël notamment. Et la sociabilité ordinaire qui concerne plutôt, pour sa part, le cercle restreint. Ce qu'on observe aussi dans les questions de sociabilité familiale et de solidarité afférente, c'est que même si le système de filiation des sociétés occidentales est indifférencié, c'est-à-dire il ne fait en droit aucune différence entre les lignes paternelles et les lignes maternelles, dans les faits, on a des déséquilibres qui s'établissent. On voit par exemple que les parents du côté de la femme résident plus souvent à proximité du jeune couple. Ils sont également plus fréquentés. Ils participent aussi plus activement aux formes de solidarité familiale, à de l'entraide. Et ils vont être plus souvent mentionnés dans l'évocation de l'histoire de la famille. La mère, notamment, y occupe un rôle central. C'est elle qui centralise les informations et fait le lien avec les parents plus éloignés, y compris au sein de la fratrie. L'organisation des solidarités familiales et des réunions de famille repose aussi largement sur ses épaules et sur celles de ses filles, si elle en a. Bref, la parentèle apparaît avant tout comme une grande affaire de femmes. C'est en partie la conséquence de la division sexuée du travail domestique et parental. Les femmes y assurent l'essentiel des tâches dans ces domaines. En plus, du coup, il y a toute cette division autour du travail relationnel qui concerne plutôt les femmes. La personne en charge de l'entretien des relations dans la parentèle est, dans la plupart des cas, la mère, la femme. Et donc, ce qui vient renforcer ce déséquilibre matrilatéral et le désengagement des hommes sur cette question. À présent, si on s'intéresse aux composantes de ce qui s'échange dans la parentèle, finalement au contenu des solidarités familiales, Jean-Hugues Deschaux, il distingue en fait trois éléments. La première composante correspond au rôle d'entraide domestique. Donc ici, en fait, ça va plutôt concerner des prestations qui relèvent du travail domestique, des activités ménagères, des courses, de l'entretien du logement, de la garde des enfants, du soin aux personnes, etc. Donc ici, ce qui va compter, c'est le temps nécessaire mis à disposition pour réaliser l'accomplissement du service ou du savoir-faire. La plupart de ces tâches sont conçues comme des attributs naturels du rôle familial de la femme. Cette femme qui est supposée être disponible pour ses proches. Il en résulte une interchangeabilité des femmes dans la lignée maternelle, donc à la fois y participent les mères, les grands-mères, les filles, les sœurs, qui se remplacent pour faire le même travail. Et on ne retrouve pas du tout d'équivalent du côté des hommes. Plusieurs de ces services exigent de la proximité géographique et ponctuent la vie quotidienne. Il peut s'agir d'aides minimes de type faire lors de son marché quelques courses pour sa mère,
ou de services qui ne sont pas forcément intégrés comme tels par les principaux intéressés, de type tricoter des vêtements pour ses petits-enfants. Dans l'ensemble, ces échanges sont réciproques entre les générations féminines et leurs bénéficiaires sont plutôt jeunes, en particulier lorsqu'ils créent une famille. La deuxième composante concerne le soutien relationnel. Ce sont finalement les ressources. Dans ce soutien relationnel, on va mobiliser des ressources qui sont avant tout sociales, des relations, des connaissances, des informations. Ici, la parenté intervient par exemple dans le domaine de l'emploi, où on va s'appuyer en fait sur ce réseau relationnel pour rechercher un travail ou un stage, pour avoir des informations sur les opportunités d'embauche, sur les conditions de travail. Également dans le domaine du logement, où on va chercher dans sa parenté à identifier un logement, à être recommandé auprès d'un propriétaire. Ces prestations qui privilégient la parentèle permettent en fait de mobiliser une partie euh, d'un réseau social qui viendra se greffer sur le réseau de parenté. Ces aides relationnelles sont souvent assez discrètes et sont difficiles à repérer. Enfin, la troisième composante, c'est celle de la redistribution des revenus. Les ressources, du coup, ici, qui vont être engagées sont avant tout économiques. Selon les circonstances, les transferts financiers prennent la forme de transmissions de type héritage, donation, ou de dons informels de main à la main. Ce sont des redistributions qui sont importantes au début de vie adulte. Ils permettent à leurs bénéficiaires de se procurer voiture, équipement ménager, parfois logement, ou éventuellement de terminer leurs études. Ce patrimoine qui se transmet de manière continue tout au long du cycle de vie, mais pour une bonne part de manière informelle. D'autres aides financières relèvent davantage d'une logique plus ponctuelle, comme le soutien aux personnes en situation précaire ou des coups de pouce ponctuels destinés à faire face à des dépenses urgentes de type paiement d'un loyer, des traites d'un emprunt. Globalement, ces aides financières sont bilatérales. Les parents de l'homme préfèrent les aides monétaires et les parents de la femme, celles qui équipent directement le ménage. La plupart de ces aides vont des ascendants aux descendants. Et finalement, ici, dans cette configuration, les parents font à l'égard de leurs enfants ce qu'ils estiment aussi devoir faire pour solder leurs dettes vis-à-vis de leurs propres parents. Donc à travers ces trois rôles, à la fois le soutien domestique, l'accès à autrui et la redistribution de revenus, la parentèle exerce une fonction précieuse dans, dans, dans les formes de solidarité. Elle sert de groupe intermédiaire qui va être sollicité pour se protéger des aléas de l'existence et pour s'insérer dans la vie sociale. Il y a deux moments où l'entraide familiale est forte. Le premier moment, c'est au moment du départ du nid. Et la seconde période qui rassemble l'entraide familiale, c'est en fin de vie. Donc le départ du nid, c'est le moment où les enfants quittent leur famille d'origine.
L'aide offerte par les parents et plus rarement par les grands-parents est à ce moment-là la plus forte. Alors, cette aide s'explique par la situation des jeunes. En début de vie adulte, les ressources de nombreux jeunes ménages connaissent une période d'instabilité. Les jeunes qui en profitent le plus souvent sont ceux qui sont sans emploi, étudiants ou au chômage, ceux qui vivent seuls et donc ne bénéficient pas de l'éventuelle rémunération d'un conjoint. Également ceux qui ont des parents, cadres, professions libérales ou entrepreneurs. Et ce sont aussi plutôt les filles que les garçons qui bénéficient de cette entraide. Ce soutien aux jeunes en situation précaire ou qui s'installent dans la vie est une charge importante pour le ménage parental. Si on ne prenait en compte que leur seul revenu, 90% des ménages étudiants seraient en dessous du seuil de pauvreté. Alors que quand on prend en compte les aides de la famille, ils ne sont plus que 20%. En France, contrairement à d'autres pays européens, on a fait le choix de réserver la prise en charge collective aux jeunes dépourvus de ressources au-delà de 25 ans, par le biais notamment du RSA. Avant cet âge, seules interviennent les allocations chômage, les allocations logement, les allocations familiales et les bourses d'études. C'est donc en complément à la famille qu'il revient en fait d'assurer l'essentiel du soutien aux jeunes adultes. L'entraide familiale est en quelque sorte le substitut de la solidarité collective plutôt que son complément. L'allongement de la jeunesse, tel qu'a pu le montrer Olivier Galland, et l'aisance aussi relative des pères et mères contribuent à créer une situation intermédiaire au moment du départ du nid entre autonomie et dépendance. Cette dépendance qui repose fortement sur l'entraide des parents. Donc le second temps fort de l'entraide familiale s'établit cette fois-ci en fin de vie. Le vieillissement de la population pose le problème de la prise en charge du grand âge. Et déjà aujourd'hui, parmi les plus de 75 ans, une personne sur 5 éprouve un besoin d'aide, de l'aide quotidienne et essentielle pour manger, se déplacer ou sortir. Et 1 sur 4 a un besoin d'aide plus secondaire pour les repas ou le ménage. En même temps, parmi les plus de 75 ans, 9 personnes sur 10 vivent à domicile. Cela signifie que l'aide de leur entourage leur est indispensable. Et donc, si le conjoint est décédé, cette aide provient le plus souvent des enfants, c'est-à-dire de la même génération aussi que celle qui accompagne le départ du nid. Donc, on appelle cette génération la génération pivot qui se situe euh, euh, au milieu en fait de l'aide à apporter aux jeunes et aux anciens. Les pratiques de solidarité familiale diffèrent en fonction des milieux sociaux. Pourquoi elles diffèrent? C'est parce qu'elles sont aussi le reflet de conceptions morales qui sont différentes, des conceptions morales différentes de la parenté. Et elles diffèrent aussi parce qu'elles recouvrent des réalités sociologiques très contrastées. Donc, il n'existe pas, s'agissant de l'entraide familiale, de cadre normatif unique à l'échelle de la société. On a des différences sociales importantes. Du côté des classes populaires, ce sont celles où l'entraide familiale est la moins développée. En tout cas, elle est la moins développée sous sa forme financière. Par exemple, dans les ménages ouvriers, l'aide offerte au cours d'une année s'établit à 2,2%
du budget du ménage, contre 2,9% pour l'ensemble des ménages. L'entraide consiste dans les classes populaires plutôt en une cohabitation temporaire ou dans des formes d'entraide plutôt domestiques. Ces formes d'entraide domestique sont fondées sur une grande proximité des ménages et sur la position aussi centrale de la mère. Cette entraide familiale, à partir du travail domestique, elle est très vulnérable à la mobilité géographique. Forcément, si le jeune couple ou la personne plus âgée n'habite pas à proximité de cette femme qui constitue la génération pivot, et ben du coup, cette forme de solidarité par le travail domestique ne va pas pouvoir en fait prendre place. Dans les classes supérieures, l'entraide est plus forte sur le plan financier. Chez les cadres, professions libérales et entrepreneurs, l'aide offerte représente 3,7% du budget des ménages. Quand cette aide financière est associée à la décohabitation des enfants, elle est conçue pour ne pas durer et vise avant tout à assurer l'autonomie des jeunes ménages. Les classes supérieures vont également mobiliser le réseau. Les relations au sein du réseau sont denses, multiformes et constituent un investissement destiné à préserver la situation sociale et familiale. Enfin, dans les classes moyennes, l'entraide, notamment l'aide financière, est proche des résultats moyens. L'aide offerte équivaut à 3,2% du budget des ménages. Elle va privilégier le cadre de la famille nucléaire. Et au contraire des classes supérieures, les jeunes ici ne sont pas incités à prendre leur indépendance de manière précoce. Finalement, c'est le modèle de la maisonnée qui va prévaloir en milieu populaire, celui de la famille cocon dans les classes moyennes, alors que dans l'élite socio-économique, c'est le modèle du réseau qui va prévaloir. Donc ici, ce tableau des différences sociales, il montre que la solidarité familiale, elle ne corrige pas en fait les clivages sociaux. Au contraire, cette solidarité familiale, elle tend à les reproduire, contrairement à ce qu'on peut attendre de la solidarité sociale. On s'intéressera, concernant les solidarités publiques, aux différentes composantes finalement qui font que la famille est une affaire d'État, en quoi et comment l'État s'intéresse à l'univers familial. On s'intéressera spécifiquement à la politique familialiste, ensuite à la manière dont l'État intervient au nom de l'enfant dans les familles pour contrôler les pratiques familiales. Et enfin, pour terminer, on s'intéressera aux politiques de soutien à la parentalité. Du côté des solidarités publiques, historiquement, l'État s'est porté garant de deux pôles. Donc le premier pôle autour de la natalité, c'est-à-dire que il a cherché en fait à organiser la natalité afin d'assurer le renouvellement de la population. Donc on peut noter que les allocations familiales sont créées par le décret du 12 novembre 1938 et ces allocations familiales sont incluses à partir de 1946 dans la branche famille de la sécurité sociale. Cette branche famille qui est gérée par la Caisse nationale d'allocations familiales. Il est également garant des équilibres dans la sphère privée, équilibre homme-femme, équilibre parents-enfants, équilibre vie privée, vie sociale. Alors,
Cette politique des équilibres sociaux et familiaux repose à la fois sur une logique de redistribution sociale, c'est-à-dire donner plus à ceux qui en ont besoin, notamment cette logique de redistribution sociale, elle passe par le quotient familial, elle passe également par le nombre d'enfants présents dans la famille. Donc le quotient familial qui prend à la fois en compte les ressources et le nombre d'enfants. Mais si on regarde par exemple la distribution des allocations familiales, pour sa part, elle va prendre en compte le nombre d'enfants présents dans la famille. Mais également, ces équilibres sont régulés, sont contrôlés. En quelque sorte, l'État est le garant de la régulation des fonctionnements familiaux en fonction des mœurs de chaque époque. Aussi, dans les années 70, des sociologues mettent en avant son rôle de police des familles, en quelque sorte, au nom notamment de la protection des enfants. Dans la manière dont fonctionne cette politique publique, on oscille dans l'histoire entre une logique d'universalité et de sélectivité. C'est-à-dire qu'à certains moments des politiques familiales, on s'adresse à tous sans distinction de ressources, de configuration familiale, etc. Et à d'autres moments, on va sélectionner des familles particulières et l'État va y apporter un soutien singulier. Alors, Claude Martin distingue 4 périodes dans les politiques de la famille en France. La première période de 1945 à 1965 est qualifiée parfois d'âge d'or de la politique familiale. Cette période est marquée par un fort familialisme appelant à défendre un modèle de famille, la famille nucléaire ou la famille conjugale, cette famille qui est fondée sur le modèle de Monsieur Gagne-Pain et Madame au foyer. Et du coup, cette politique familiale de 45 à 65 est marquée plutôt par l'universalisme. Il est question ici de soutenir toutes les familles avec enfants. Enfin, avec enfants, il faut que ces familles comportent au moins 2 enfants. Mais elle soutient toutes les familles avec au moins 2 enfants sans tenir compte de leur niveau de revenu. L'objectif principal est de promouvoir la fécondité en compensant partiellement le coût de l'enfant grâce à un système de prestations familiales universelles soutenu par les associations familiales. La période correspond aussi au baby-boom, ce qui explique en partie l'importance des dépenses consacrées à cette branche de la protection sociale. Au milieu des années 50, les dépenses les dépenses de la branche famille représentaient plus de la moitié des dépenses de protection sociale. Deuxième période de 1965 à 1975. Alors cette période est surtout marquée par la reconnaissance des droits des femmes, combinant ainsi universalisme et individualisme. Donc cette reconnaissance, elle est portée par des mouvements de femmes qui vont bouleverser le droit civil de la famille avec une succession de réformes très importantes en droit de la famille, les régimes matrimoniaux en 1965, l'autorité parentale en 1970, la filiation en 1972, le divorce en 1975 et également des transformations importantes en matière de sexualité avec la loi sur la contraception en 1967 et celle sur l'avortement en 1975. La troisième période, qui va de 1975 à 1985,
on est sur un nouvel enjeu politique, celui des inégalités et des exclus de la croissance. En quelque sorte, on redécouvre les espaces de pauvreté dans des pays développés. Donc ici vont apparaître une série de mesures pour soutenir les ménages les plus vulnérables, notamment les ménages monoparentaux, en faisant appel de manière explicite aux critères de ressources. Donc ici, on combine à la fois sélectivité et familialisme modéré. Donc la définition de la famille est bien différente de celle qui a marqué la première période. Dans cette période, il est, il est question de reconnaître la diversité des structures et des situations familiales. Donc ici, la cible, c'est les familles au pluriel, avec une focalisation sur les plus vulnérables. Et enfin, la quatrième période de 1985 à 2005, donc avec une augmentation importante du chômage de masse et la volonté de maîtriser les dépenses de protection sociale. Donc ces deux éléments de contexte vont transformer progressivement les politiques familiales en lien avec les politiques d'emploi. Donc ici, de nouveaux objectifs apparaissent comme la conciliation vie familiale, vie professionnelle, qui donne lieu à une nouvelle idéologie qui est celle du libre choix de rester à la maison ou d'aller travailler. Donc cette période combine à la fois individualisme par la promotion du libre choix et sélectivité, les dispositifs s'adaptant à la diversité des situations et renforçant ainsi une forme de dualisme social. Donc on a en France, pour encourager la natalité, des aides financières sous la forme d'allocations familiales. Et du coup, des exonérations fiscales aussi liées au nombre d'enfants dans le foyer, qui permettent en fait de réduire le taux d'imposition des ménages. Donc d'un côté, on a ces éléments pour encourager la natalité, la fécondité, et de l'autre, on a aussi tout un ensemble de prestations qui permettent de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, à la fois dans le but de favoriser la fécondité, mais également de garantir un équilibre dans le fonctionnement familial. Donc ces aides sont développées dans le cadre des politiques familiales et du coup ont une importance dans la décision d'avoir des enfants, et elles ont une importance aussi sur le moment où on va pouvoir avoir ces enfants. Parce qu'elles aident les parents, et plus particulièrement les mères, à concilier travail et vie familiale. Elles évitent d'interrompre trop longtemps une carrière, et en mettant en avant aussi des aides pour les modes de garde. Il donne également droit à des congés parentaux. Donc depuis 2006, s'est instauré aussi le congé paternité, qui est que de 11 jours, mais ce congé paternité peut être aussi lié à un congé parental plus long. L'idée du congé parental, c'est bien en fait de permettre aux mères et aussi aux pères de pouvoir prendre du temps pour accompagner l'enfant dans ses premières années. Donc du coup, ici, dans le cadre de ces congés parentaux,
on va pouvoir garantir le retour à l'emploi et on accompagne aussi l'arrêt temporaire d'un emploi par un revenu de remplacement. Ce qu'on peut dire concernant les politiques familiales à la française, c'est qu'on a en fait un ensemble diversifié d'aides qui octroient aux parents des ressources complémentaires en matière de moyens financiers, de temps et de services nécessaires à la prise en charge des enfants. À côté de ces politiques familiales encourageant la fécondité et l'articulation vie professionnelle et vie familiale, on a également en fait de la part de l'État un rôle de régulateur des pratiques familiales et des dysfonctionnements familiaux identifiés. Donc ces dysfonctionnements familiaux sont toujours en référence à une norme dominante et cette norme dominante va permettre en fait d'ajuster d'éventuelles interventions au sein de la famille. Alors, à titre d'exemple, on peut mentionner du coup la loi de 1889 qui permet de déchoir les pères de la puissance paternelle dans le cadre de situations de maltraitance ou de négligence. Et on peut également citer l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui dit si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées. Donc ici, ce que mettent en avant les sociologues dans les années 70, c'est une logique de contrôle social qui se fait au nom de l'enfant, une logique de contrôle à l'intérieur de l'espace privé qui va intervenir au nom de l'intérêt en fait du mineur. Alors ces lois républicaines sur la protection de l'enfance ont été interprétées par les historiens plutôt en termes de progrès social, tandis que les sociologues ont souligné la stratégie de l'État français pour contrôler les classes populaires, pour contrôler les classes laborieuses. Je cite Philippe Meyer dans un ouvrage intitulé L'enfant et la raison d'État qui nous dit dans la profusion sociale, il s'agit de tailler une cote uniforme et de l'imposer. L'enfant est un moyen de cette imposition. Son retrait, qu'il soit temporaire ou définitif, ou la menace de ce retrait, est l'arme entre les mains de l'État et des sociétés de bienfaisance pour imposer leur moralisation. Donc on a bien aussi du coup cette régulation du fonctionnement familial à partir d'une norme dominante et en quelque sorte de l'imposition aussi d'une morale familiale dans les manières de faire, dans les manières d'éduquer, qui, qui est à l'initiative de l'État. Se sont développées également dans les années 90 des politiques d'accompagnement à la parentalité. Dans ces politiques d'accompagnement à la parentalité, on retrouve cette tension aussi entre soutien et contrôle. Voilà ce que nous dit Gérard Néran. En se centrant sur le rapport à l'enfant, la gestion sociale de la famille aboutit à la mise en tension de deux logiques d'intervention qui voient se confronter le désir de soutien aux parents et la volonté de les contrôler. D'un côté, on met en avant la problématique de la coéducation et les idées de participation, d'accompagnement, de prévention. De l'autre,
sont mis en avant plutôt des idées autour de la dénonciation de la démission parentale, des stages parentaux, l'idée de redressement aussi et de prévention prédictive. Donc on a en fait dans le volet plus contrôle, on a aussi les contrats de responsabilisation parentale qui ont été mis en place à partir de 2006, qui visent justement à, à imposer en quelque sorte un modèle parental aux parents qui sont les plus éloignés des normes éducatives dominantes. Dans cette matrice d'idées proposée par Claude Martin sur les questions de soutien à la parentalité, on retrouve ce pôle aussi du contrôle social, notamment pour les familles qui sont en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté. Donc ici, pour ces familles, on va être dans des formes d'intervention au nom des enfants et des formes de régulation qui vont être beaucoup plus imposantes. De l'autre côté, en même temps, on a vu se développer en fait nombre d'associations qui visent à promouvoir des formes de participation et ainsi à développer en fait les capacités d'agir des parents par des formes d'intervention communautaire et qui sont plutôt à l'initiative d'associations et, euh, et du coup plutôt à l'initiative de la société civile, donc dans une logique d'intervention sociale. On a également en fait deux autres pôles qui vont s'articuler en termes d'idées avec cette logique d'intégration sociale et d'exclusion sociale. C'est à la fois toutes les revendications autour des droits des enfants, donc les formes aussi d'individualisation qu'on va retrouver dans la famille grâce au droit à liberté en fait que les enfants ont gagné, mais ces droits à liberté sont aussi liés à des droits obligations et notamment donc à la fois ces droits-libertés comme garant d'un espace autonome pour les enfants, mais également des droits-obligations euh, qui font, enfin, qui donnent des obligations, des droits-obligations aux parents en matière de protection, aux parents et à la collectivité. De l'autre côté, on a en fait tout un développement aussi de la santé publique visant à prévenir les risques et à protéger en fait dès les premiers moments la relation parentale, notamment autour de la protection maternelle et infantile. Pour terminer sur ce lien entre solidarité familiale et solidarité publique, j'ai repris une citation de Georges Duby qui est citée par Philippe Ariès dans son ouvrage L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, qui nous dit: en réalité, la famille est le premier refuge où l'individu menacé vient se mettre à l'abri pendant les défaillances de l'État. Mais dès que les institutions politiques lui permettent des garanties suffisantes, il esquive la contrainte familiale et les liens du sang se relâchent. L'histoire du lignage est une succession de contractions et de détentes dont le rythme subit les modifications de l'ordre politique. Finalement, plus les formes de solidarité publique permettent aux individus, aux membres de l'univers familial, d'avoir des droits individuels qui sont reconnus, moins finalement l'univers familial va faire contrainte. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui dans le système contemporain avec une entraide familiale qui est très forte
pour les jeunes adultes, on peut se poser la question finalement de l'intérêt de développer une politique publique en faveur de ces jeunes adultes pour qu'ils gagnent justement des formes d'autonomie qui aujourd'hui ne sont pas effectives. Et forcément, parce que ces solidarités familiales sont très marquées socialement aussi, elles amplifient les inégalités sociales qui sont existantes et elles ne donnent pas les mêmes chances, finalement, les mêmes supports au départ de la vie adulte à tous ces jeunes. Enfin, pour conclure sur ce cours, ce qu'il faut retenir, c'est que les années 70 comportent une cassure importante dans les dynamiques familiales en permettant à la fois de distinguer le conjugal du parental, mais également en mettant en avant en fait différentes configurations familiales qui ne remettent pas pour autant en cause la famille en tant que telle. Cette institution en fait finalement qui traverse les années et les siècles sans, en changeant de forme, sans forcément être désinstitutionnalisée. La forme familiale contemporaine, c'est une famille élective et relationnelle avec des normes dominantes à la fois derrière le conjugal et derrière l'éducatif, mais des normes dominantes qui n'évincent pas pour autant la diversité des modèles. Ce qu'on voit bien également, c'est que l'entraide familiale contribue à accentuer les inégalités sociales et que l'État est à la fois garant justement de formes de redistribution sociale pour atténuer ces inégalités, mais également garant du renouvellement de la population. Donc du coup, il axe sa politique familiale dans ses allers-retours entre garantir que les pratiques familiales soient conformes aux normes contemporaines, mais également garantir le renouvellement de la population. On va s'intéresser à la manière dont s'articulent les formes de solidarité privée et les formes de solidarité publique, à la fois comment finalement s'organise l'entraide familiale à l'intérieur de la famille et comment l'État organise des formes de solidarité à destination de la famille.